On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com dans cette foulée du Salon de Détroit et du Salon de l'Auto de Montréal qui accourt en ce moment. Les grandes tendances de l'année, on parle de char avec un gars de char, c'est l'avocat et chroniqueur automobile Jean-François Guay. Ça, c'est le moment de l'année où on se fait plaisir. Si vous êtes une dame, vous pouvez quand même rester à l'écoute parce que si vous aimez les voitures, si vous aimez les chars, on va en parler. Parce qu'on a un gars de char avec nous qui est un gars de Saint-Jean, qui est Jean-François Guay. Bonsoir, bienvenue. Bonne année. Bonne année, Éric. Bien, c'est un moment important parce que quand on est au début de l'année, Oui. nous, on se voit souvent à l'automne avec le lancement du guide. Mais quand on arrive au début de l'hiver comme ça, c'est le Salon de Détroit. Là, actuellement, c'est le Salon de Montréal qui accourt du 15 jusqu'au 24 janvier. Oui. C'est aussi le moment pour les compagnies, pour l'industrie un peu de se positionner, de montrer ses nouveautés. Bref, c'est le moment de l'année qui est le fun pour parler d'auto, parler de véhicules. Qu'est-ce qui t'a marqué d'abord? Avant de parler de Montréal, parlons de Détroit. Qu'est-ce qui t'a marqué à date sur les nouveautés ou les faits saillants du Salon de Détroit? Bien, moi, je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de voitures électriques, plus de voitures hybrides. Il y a eu quelques présentations, mais encore là, je trouve que le marché est pauvre à ce niveau-là avec ce qu'on sait. Hein. Il y a eu le sommet à Paris cet automne, au début de l'hiver, si on veut. Puis, par rapport à ça, je suis encore surpris que les manufacturiers n'aient pas enclenché la troisième vitesse, la quatrième, cinquième vitesse pour nous offrir davantage de produits. OK. Donc, tu es un peu déçu qu'il n'y ait pas suffisamment de modèles électriques ou hybrides présentés de la part des manufacturiers. Effectivement, parce que si on regarde la voiture nord-américaine de l'année, bon, c'est la Honda Civic qui a été nommée. Oui. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Elle le méritait amplement parce que Honda a fait une sacrée belle job à ce niveau-là. Sauf que la Chevrolet Volt est toute nouvelle pour 2016. Elle a été entièrement redessinée, une motorisation qui est plus performante, l'autonomie en mode électrique a été allongée. C'est maintenant une 5 passagers au lieu d'une 4. Même chose de la Toyota Prius. Malgré tout ça, ces deux voitures-là ont pas été en nomination parce qu'il y avait 3 finalistes. Puis, c'est pas que les autres voitures, c'est des vilaines voitures. Il y avait la Chevrolet Malibu et la Mazda MX-5, qui est un petit cabriolet à faible diffusion. Malgré tout ça, on serait attendu, ça aurait été plus corsé au niveau de la course, au niveau du titre, s'il y avait eu, je ne sais pas, la Volt, la Honda Civic et peut-être la Prius. Du côté des véhicules utilitaires de l'année, donc, c'est la Volvo XC90 qui a battu ses rivales Honda Pilot et la Nissan Titan XD. Oui. En quoi la Volvo XC90 ressort-elle du lot dans les utilitaires sport? Bien, dans un premier temps, ce qui est curieux dans tout ça, dans les 3 véhicules, il n'y a aucun véhicule américain. C'est le Salon de Détroit. Puis c'est rare, habituellement, il y a toujours, tu sais, l'an passé, c'est le Ford F-150 qui a gagné le titre. Puis il y a toujours un véhicule américain qui gagne. Cette année, il n'y a pas de véhicule américain. C'est la Honda Civic et la Volvo XC90, qui est un produit chinois-suédois. Ouais. Et bon, la grande nouveauté de ce véhicule-là, si on regarde la version T8, qui est la version haut de gamme, c'est que c'est une motorisation hybride rechargeable. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir rouler environ, je dis toujours environ, hein, parce que avec les températures, quand il fait froid, l'autonomie est moins grande, mais on parle d'environ 40 km en mode électrique. Et le moteur à essence, c'est un 4 cylindres turbo de 2 litres. Ah, ouais. Donc, ce n'est pas un gros V8 ou un V6 hybride. C'est vraiment un 4 cylindres. Et la puissance totale, ça dépasse les 400 chevaux. Donc, ça commence à être assez intéressant. C'est assez impressionnant. Reste à savoir, est-ce que ça va être fiable? Parce que c'est tout nouveau pour Volvo, là, ce marché-là. Donc, il va falloir attendre. Tu dis donc, évidemment, le Salon de Détroit, ça se passe aux États-Unis. Quand on parle de motorisation électrique, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la compagnie Tesla, qui est basée en Californie. Oui. Il y en a bien qui riaient un peu dans leur barbe quand c'est sorti. Et pourtant, Tesla est toujours vivante, multiplie, je pense, les modèles ou va diversifier un peu ses modèles. Bien là, il y a un VUS qui s'en vient, Ouais. qui va s'appeler le modèle X, parce que tu as la Tesla. Hein, la Tesla, c'est le modèle S, quand on parle de la berline. Le modèle X, c'est sûr qu'il va s'en vendre beaucoup, parce qu'on sait, si on regarde du côté de chez Porsche, ce qui fait que Porsche est l'une des marques les plus rentables au monde, c'est le Cayenne, c'est un camion. Ça va faire pareil, d'après moi, chez Tesla. Sauf que ce camion-là va se vendre très cher. Et pourquoi? Parce que là, ils ont voulu vraiment se démarquer des autres en faisant notamment des portes en aile de mouette qu'on appelle. Là. Ouais.
Ça va augmenter beaucoup le tarif du véhicule. Donc, parce que ce que le monde cherchait, je pense, c'est un modèle d'entrée de gamme, bon marché. C'était peut-être le temps là, de Tesla d'arriver avec une berline. Mais ça, c'est pas la prochaine étape chez Tesla? C'est la prochaine étape, ouais. Mais c'est encore peut-être un décalage d'1 an, peut-être 2 ans. Parce que là, il va falloir qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur la commercialisation du nouveau VUS, le X. S'il arrive avec 2 modèles en même temps, bien, peut-être ça va être trop, parce que c'est quand même un petit constructeur, là, Tesla. Même si les ventes ont augmenté de 60 en 2015, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même, au niveau de la rentabilité, c'est pas le manufacturier le plus riche en ville. Est-ce qu'on connaît un peu la fiabilité des véhicules Tesla? Pour ceux qui en ont, ceux qui les ont utilisés, ça existe quand même depuis quoi? 3-4 ans maintenant? À peu près. Bon, il y a des petits pépins. Moi, ce que j'ai entendu dire au travers des branches, parce que quand je fais une visite, il y a un seul concessionnaire à Montréal, toujours intéressant, des fois, de faire semblant de rien, puis être pas loin du comptoir de service. Et puis là, j'ai cru comprendre qu'il y a des gens cet hiver qui ont eu des problèmes avec les poignées de porte. C'est des poignées de porte électriques. Ouais. Tu sais, une poignée de porte qui rentre complètement dans la carrosserie, qui ressort. Encore là, c'est un détail qui fait que la voiture semble très avancée. C'est très moderne, mais sauf que ça peut briser facilement. Au niveau moteur et transmission? Ça, je n'ai pas rien entendu. J'ai entendu des brides par rapport à la carrosserie, au niveau de la peinture. Mais ça, que ce soit d'une marque à l'autre. Ouais. Au niveau de la fiabilité, au niveau de la mécanique, moi, je n'ai rien à dire. Bon. Tu as fait référence à Porsche Cayenne. Évidemment, il faut que je te parle de Volkswagen. Oui. C'est comme la nouvelle de l'année. Volkswagen qui n'en finit plus de s'excuser. Même au salon de Détroit, je voyais le président de Vaux là, qui disait encore une fois « On s'excuse de vous avoir trompé, d'avoir falsifié les logiciels, etc. etc. » Moi, j'ai été propriétaire d'une Passat TDI que j'ai achetée en 2012 en pensant, puis je remplaçais ma Toyota hybride en plus, en me disant, bien, je vais être encore un bon un automobiliste vert. Tu sais. Ouais. Puis là, écoute, moi, je ne l'ai plus, ce véhicule-là, aujourd'hui, mais j'ai reçu, je pense, 3 lettres d'excuses. Je ne suis même plus propriétaire du véhicule, puis il s'excuse encore, puis là, il m'envoie des coupons rabais, puis toutes sortes d'affaires. C'est quand même assez incroyable, en 2015-2016, de voir un manufacturier comme Vaux qui avait l'ambition de devenir le numéro 1 mondial. Ouais. Ce qui sont devenus pas très longtemps. Pas très longtemps. Mais ça a du monde. Mais il est arrivé la même chose à Toyota. Toyota, à un moment donné, a remonté la pente, puis il y a eu le scandale de l'accélérateur. Ouais. Et puis là, Volkswagen, qui devenait premier, là, eux autres, ils ont le scandale. On dirait que c'est pas arrangé avec le gars des Mais rues, là, dans le cas de Vaux, c'est vraiment de la tricherie, de la tromperie. Comment c'est possible aujourd'hui dans un monde aussi où le monde sont informés, tout ça? C'est quand même incroyable, Comment on a pu effectivement. penser faire ça? Mais je ne veux pas défendre Volkswagen en disant ça, mais si on regarde d'autres manufacturiers, on pense à General Motors au niveau du commutateur d'allumage. Hein. Tu sais qu'il y a des véhicules qui ont eu des rappels, des nombreux rappels, puis même General Motors, des dommages des familles où il y a eu des mortalités, il y a eu plusieurs centaines de morts. Les véhicules arrêtaient seuls. Mettons, quelqu'un rentre dans une courbe, puis là, le véhicule arrête, et puis là, le moteur, bien entendu, le moteur arrête, la servo-direction, les freins, tout ça, puis ils savaient depuis longtemps, mais ils ont continué, pareil, à installer cette pièce-là. Du côté de chez Volkswagen, c'est sûr que c'est différent. C'est vraiment de la tricherie, dans le sens qu'ils voulaient vraiment camoufler. En tout cas, on dit ça, on parle au conditionnel, là. Hein? Alors, ils voulaient vraiment camoufler les émanations polluantes à l'EPA, ça qui est le centre, au niveau américain, c'était au niveau énergétique, c'est eux qui vérifient tout, EPA, et ils ont mis de façon volontaire un logiciel pour cacher les... C'est sûr que ça... C'est comme un film. On pourrait pas... Oui, c'est comme un film. C'est comme un film. Puis ça va lui coûter cher. Mais c'est quoi l'impact de tout ça? Parce que là, le gouvernement américain les poursuit pour 20 milliards de dollars. Ouais. Là, évidemment, ils ont fait des... Je ne sais pas s'ils ont rappelé les véhicules ou je ne sais trop. Là, ils ont retiré du marché les TDI, en tout cas ici au Canada. Les véhicules sont plus en vente pour l'instant. Je pense qu'ils ne sont pas en vente. Il n'y a pas de TDI en vente au Canada en ce moment. Ni aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut dire aussi que le marché, il y a seulement... En tout cas, si mes chiffres sont bons, il y a environ 600 000 véhicules diesel Volkswagen en vente. Ça comprend aussi les Audi puis les Porsche. C'est pas beaucoup, là, parce que la mode diesel aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. Sauf que c'est peut-être arrivé à temps pour eux. Parce que s'il y avait eu, je ne sais pas, 2-3 millions de ventes, 5 millions de ventes de véhicules diesel
Volkswagen aux États-Unis, ça aurait été une faillite totale. Parce qu'on parle de 20 milliards pour 600 000 véhicules. Donc, il y en aurait eu le double. On parle de 40 milliards. Mais ça va être quoi les impacts à moyen et long terme sur Volkswagen? Là? Parce qu'un jour, je présume qu'on va remettre sur le marché les véhicules TDI. J'imagine que oui. J'imagine que oui. Puis là, ils seront, comme on dit en anglais, legit, Ben, selon les normes. Mais tu vois, au Salon de Détroit, ils ont dévoilé, c'est un prototype, c'est un concept plutôt, un Volkswagen Tiguan GTE, c'est-à-dire que c'est une motorisation à essence, hybride, rechargeable, avec une autonomie d'environ 40 km. Peut-être qu'eux aussi vont s'en aller vers l'hybride avec motorisation à essence. Je pense, moi, que le moteur diesel aux États-Unis, pour Volkswagen, je pense que c'est terminé. Je pense pas que les gens vont peut-être vouloir refaire confiance à ces moteurs-là. Chez nous, c'est une autre paire de manches. Tu sais, le diesel est bien implanté dans notre mentalité. Aux États-Unis, ça fait longtemps que Volkswagen tape sur le clou pour essayer de rentrer cette nouvelle technologie-là aux États-Unis. Parce qu'à part des camionnettes, les gros pick-up, les 3/4 de tonnes et plus, on pense au F-250 chez Ford, le Ram 2500, eux, ils ont vraiment... La popularité des diesels se dément pas. Ouais. Au niveau des voitures, je donne pas cher de la peau de Volkswagen, moi, pour reconquérir le marché de l'autre côté avec ça. Ça va être difficile. Là. Ça va être difficile. Puis il faut se dire aussi que le 20 milliards, je pense, moi, c'est un point de négociation. Ouais. Parce que c'est une amende d'environ 32 000 par véhicule, plus un autre surplus de 3 000 – 4 000. C'est énorme. Mais je pense que, bon, là, ils ont engagé un grand avocat connu en Californie. Cet avocat-là, c'est sûr qu'il va à la négociation, puis probablement qu'il va avoir un arrangement quelconque. Ouais. Mais sur les autres marchés mondiaux, là, je ne sais pas ce qui va arriver. Tu sais, en France, en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Mais tu sais, quand on parle de tricherie puis de tromperie, c'est même à l'égard des concessionnaires Vaux eux-mêmes. Toi, tu es propriétaire d'une concession Vaux, puis celui qui te fournit les véhicules, tu le sais même pas, mais toi aussi, tu te fais tromper là-dedans. Là. C'est pas juste le client. Là. C'est sûr. Mais tu sais qu'on se fie toujours à ce qu'on nous dit. Hein? Parce que, tu sais, on parle pour parler. Mettons, moi, qu'on me dit, bon, la nouvelle Ford Mustang, le moteur développe, je ne sais pas, 400 chevaux. Mais est-ce que c'est véridique? Je ne sais pas. Moi, je me fie, en tant que chroniqueur automobile, je me fie sur les chiffres qu'on me donne. Il n'y avait pas eu un certain temps aussi certains véhicules Hyundai au niveau de la consommation essence, là? Oui. Qui ont dû faire des correctifs puis donner des cartes d'essence au public, là, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on avait dit. Sur la puissance des moteurs aussi. Vous seriez surpris, allez sur Internet, allez faire une recherche sur les recours collectifs contre les différents manufacturiers automobiles. Là, est-ce que c'est l'avocat qui parle? Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ouais. Comme là, je ne veux pas attaquer aucun manufacturier, donc je nommerai pas personne, mais allez fouiller sur Internet les recours collectifs, puis peut-être qu'il y a des gens là-dedans qui pourraient s'impliquer puis qui pourraient être dédommagés, là, parce qu'il y a certains consommateurs qui ont été floués, je pense. Bon, comme je le disais en introduction, c'est actuellement le Salon de Montréal qui se tient jusqu'au 24, jusqu'au dimanche 24. Quelles sont les principales nouveautés qu'on va retrouver cette année au Salon de l'Auto de Montréal? Bien, les nouveautés, moi, je vous dirais qu'il y a des manufacturiers qui sont plus présents que les autres. On pense à BMW, on pense à Nissan, on pense à Chevrolet. Chevrolet ont beaucoup de modèles cette année. Puis juste pour faire un clin d'œil à Détroit, tu sais, des fois, à Montréal, on dit « Ah, notre salon est moins important, on a moins de marques, on a moins de ci, moins de ça. » Sauf que vous savez qu'à Détroit, cette année, Jaguar n'était pas là. Land Rover, Mini n'est pas là, les Mini Cooper. Tesla n'est pas là. Ah, non? Puis toutes les marques de luxe, vous savez, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, il y avait seulement Aston Martin qui était à Détroit. Donc, chez nous, on a toutes les voitures de luxe, les voitures exotiques, comme on appelle, toutes les marques italiennes. Ça, c'est grâce aux concessionnaires automobiles qui s'impliquent beaucoup au Salon de l'Auto de Montréal. Et on a Jaguar, Land Rover, Mini est là. Mini nous dévoile la Clubman et la Mini Cabriolet, qui sont des nouveaux modèles pour 2016, et le Clubman pour 2017. Du côté de Chevrolet Camaro. La Camaro, je pense, à la 6e génération. Voiture qui est plus courte, plus petite, plus légère, parce que la nouvelle tendance des manufacturiers, Éric, c'est de réduire le poids des véhicules. C'est sûr que ça permet aussi de réduire la cylindrée des moteurs. C'est pour ça que l'avènement des 4 cylindres, c'est vraiment l'avenir. Les V8 sont là pour rester pour les voitures de haute performance, voitures de grand luxe. Mais quand même, les 4 cylindres, tantôt on parlait du Volvo XC90, moteur 4 cylindres turbo, avec... Est-ce que Volvo va être là cette année au Salon de l'Auto de Montréal? Oui, Volvo est là.
bonne question. Je pense qu'ils ne sont pas là. Oui, je pense qu'ils ne sont pas là. Hein? Je ne les vois pas sur la liste. C'est l'année passée qu'ils n'étaient pas là, je pense. Bien, aussi, ils ont toujours un kiosque à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je ne l'ai pas vu. OK. Je ne l'ai pas vu encore. Il y a un doute. On a un doute, mais ils sont supposés être à l'extérieur du bâtiment. Parce que Volvo a dévoilé plusieurs nouveautés à Détroit. Il y a la S90, parce que le XC90, mais la S90, c'est une berline de grand luxe qui remplace la S80. Mais ils n'ont plus de voiture d'entrée de gamme. C'est ça qui joue un tour à Volvo. Parce qu'ils ont perdu la S40, la V50, la C30, le cabriolet C70. Pour le public là, qui va au Salon de l'Auto de Montréal, au-delà du fait de découvrir des véhicules et tout ça, est-ce que c'est en même temps vraiment une bonne occasion pour magasiner? Est-ce que même à la limite, est-ce que quelqu'un peut obtenir certains rabais durant le salon pour même quasiment acheter son prochain véhicule? Bien, c'est sûr que vous pouvez parler avec des... Parce qu'on s'entend que c'est pas... la plupart des représentants dans chaque kiosque, ce sont des gens qui travaillent chez les concessionnaires automobiles. Donc, ils vont vous donner des cartes d'affaires si vous semblez intéressé. Il n'y a pas de vente vraiment qui se fait là, comme, admettons, le Salon du bateau. Le Salon du bateau, souvent, les gens peuvent acheter sur place. Parce qu'il y a tellement de monde, on parle de quand même au-delà de 200 000 personnes. Il n'y a pas vraiment de bureau de vente là, mais l'avantage pour le consommateur, c'est que sur le même plancher, bien, sur les 3 planchers, les 3 différents niveaux, les gens peuvent au moins s'asseoir dans un véhicule, aller s'asseoir dans l'autre, voir s'ils sont confortables. Parce que vous savez que, dépendamment du gabarit de chacun, on n'est pas toujours à l'aise. Ouais. Parce que moi-même, je ne suis pas un 6 pieds 4, mais il y a certains véhicules qui me semblent attrayants. Moins confortables. Bien, juste s'installer au volant, des fois, c'est pas facile. Puis c'est important, là, c'est là le moment pour les gens de vérifier cet aspect-là des véhicules. Bon, parce qu'aujourd'hui, des véhicules, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de manufacturiers, il y a beaucoup de prix. Des fois, on y perd un peu son latin parce que tel véhicule a telle affaire que l'autre n'a pas. Puis là, il faut quasiment se faire un checklist là, pour dire, bien moi, le prochain véhicule, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est quand même pas simple aujourd'hui d'acheter un véhicule qu'on peut obtenir l'information sur Internet, heureusement, mais c'est jamais comme le voir en vrai. Effectivement. Parce que tu vois, moi, j'ai un ami, je fais une parenthèse, j'ai un ami, moi, qui est en fauteuil roulant. Puis il cherchait une voiture parce qu'il est autonome, il conduit lui-même. Puis pendant des années, il y avait une fourgonnette. Puis à un moment donné, la fourgonnette, il voulait passer à autre chose. Il cherchait une voiture, puis pour lui, c'était de s'acheter une berline ou une familiale. Ouais. Finalement, il s'est acheté une voiture 2 portes. Pourquoi? Parce que, on ne s'arrête pas à ça, mais les portières des coupés 2 portes sont très, très longues. Ouais. Donc, c'est une grande ouverture. Pour lui, c'était facile de passer du fauteuil roulant à la voiture. Puis après ça, il pouvait facilement replier son fauteuil pour l'installer avec lui. Donc, bien, je l'avais accompagné. Mais c'est pour ça que lui, là, quand il a compris que ça prenait 2 portes, là, il est passé d'un véhicule à l'autre, puis il a pu faire son choix comme ça. OK. C'est un détail, mais ça donne une idée, là, qu'est-ce qu'on peut réaliser puis faire là-bas. Pour un chroniqueur automobile, le Salon de l'Auto de Montréal, ça représente quoi? Bien, c'est le rendez-vous annuel, bien entendu. Ouais. C'est l'événement le plus prestigieux, le plus intéressant. Il y a toujours le Salon de Québec qui a pris de l'ampleur. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais le Salon de Montréal, quand même, reste très important. Puis comme je disais, par rapport à Détroit, on a pris du galon cette année. Depuis 2-3 ans, là, on est devenu quand même plus important qu'on était à cause du Salon de Los Angeles, qui a lieu au mois de novembre. Puis le Salon de Los Angeles, cette année, il y a eu au-delà de 25 ou 30 avant-premières. Puis ça a coupé, si on veut, ça a tiré le tapis sous les pieds des gens de Détroit. Le guide de l'auto, il sort toujours quoi? Fin août, début septembre à peu près? Habituellement. Bon. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes en pleine rédaction pour le prochain guide de l'auto qui, lui, va sortir à peu près aux mêmes places. Toujours des mêmes places, mais le salon, c'est sûr que là, il y a différents salons qui se présentent. Le Salon de Montréal, il n'y a pas vraiment des avant-premières mondiales là-bas. C'est plus Los Angeles en novembre. Ça va être Détroit en janvier, là, cette semaine, parce que les deux salons ont lieu en même temps. Ils vont fermer tous les deux le 24 janvier, dimanche soir. Après ça, on a Chicago, qui a lieu en même temps que Toronto. Puis c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tous nous présenter à Montréal parce qu'ils doivent garder quand même des petits cadeaux pour les visiteurs de Toronto. Et après celui de Chicago, où c'est un salon qui est très axé sur les camions habituellement, on va avoir le salon de Genève. On va avoir aussi le Mondial de Paris. Quand ce n'est pas à Paris, bien, c'est à Francfort, en Allemagne. En fais-tu quelques-uns dans l'année ou est-ce que tu arrives à te promener un peu? Bien, moi, je me promène moins qu'avant.
C'est sûr qu'il y a une dizaine d'années, là, j'étais un assidu, je faisais tous les salons automobiles. Mais tu sais que l'avènement d'Internet, ça n'a pas fait mal seulement aux journaux et même à la télé, puis à la radio. Ça fait mal aussi à ces événements-là, parce que maintenant, on peut regarder tout en direct. C'est sûr qu'à partir de 3 jours, admettons, à Détroit, c'est pas une ville très, très recommandable, en blague, à Détroit. Non, mais à tous les ans, tu sauras que, je fais une confidence, on fait une virée de gars au Salon de Détroit. Je ne vais pas la journée du salon avec les journalistes, mais je vais habituellement la dernière fin de semaine. Je pars avec 2 ou 3 amis. On s'en va là-bas. C'est une soirée, c'est une fin de semaine de gars. Un happening. Bon. Là, actuellement, qu'est-ce que tu as essayé ou qu'est-ce que tu vas essayer dans les prochaines semaines en prévision de la rédaction du prochain guide? Bien, moi, il y a des modèles que j'ai bien hâte d'essayer. Je pense du côté de chez Chevrolet. La Volt est déjà essayée. Ouais. Il y a la Prius que je n'ai pas encore eu la chance. Il y a la Chevrolet Spark, qui est la petite sous-compacte, qui va avoir une nouvelle motorisation, un nouveau design. Je n'ai pas encore essayé la Chevrolet Malibu. Ça va être bien parce que, c'est encore une fois, il n'y a plus de V6. Hein. C'est seulement des 4 cylindres, des petites cylindrées, 1,5 litres. C'est des petits moteurs. Du côté de chez Mercedes, j'ai bien hâte aussi d'essayer la Mercedes Classe E, qui est la 10e génération. Puis s'il y a une compagnie présentement qui se cherche au niveau du design, moi, je vous dirais, c'est peut-être Mercedes. Parce que là, vous allez voir la classe C, la classe E, la classe S, c'est quasiment des copies identiques, sauf que c'est toujours une voiture plus grosse les unes par rapport aux autres. Donc, toujours collaborateur au Guide de l'Auto, chroniqueur également avec Jacques Faby au 98.5 chez le réseau Cogeco. Oui. On peut toujours te lire dans le Canada français aussi. Toujours. Depuis des décennies. Depuis 1983. Puis l'avocat dans tout ça, lui, il fait quoi, l'avocat? Bien, l'avocat, tu rouvres la porte, là. L'avocat, présentement, l'avocat spécialise beaucoup au niveau du code de la sécurité routière. Parce que le fait que j'ai quand même une très large expertise au niveau de l'automobile, parce que je suis devenu chroniqueur automobile avant avocat. Chroniqueur automobile depuis 83, avocat depuis 96. Puis là, au fil des années, il y a beaucoup de gens partout en province qui vont m'appeler pour avoir des conseils puis contester des contraventions. Je vais t'avouer que quand j'étais à l'université, je ne pensais pas un jour que je contesterais des contraventions comme avocat. Parce qu'à l'époque, on se disait, faire des tickets. On se voit toujours. Mais si tu savais les services que je rends aux gens, puis là, je m'étire, là, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont des permis de 4 points. Des permis puis de 8 points, puis 12 points, puis 15 points. Il s'agit d'avoir une contravention, puis... Tout déboule, là. Tout déboule, parce que souvent, on demeure en région, nous autres. On sait c'est quoi aller à l'université à l'extérieur. Puis souvent, les jeunes ont des travails à temps partiel, puis il faut qu'ils organisent le flûte entre l'école, le travail, puis les activités comme les sports, tout ça, la famille. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas se servir du transport en commun. Ouais. C'est là que l'avocat devient important, peut-être, pour régler certains dossiers. Ou même dans des cas de conducteurs plus âgés, que ce soit des causes de faculté affaiblie ou des causes de plusieurs contraventions, ce qui fait que la personne est sur le point de perdre son permis. Ouais. Puis parfois, ça crée des problèmes quand on a un travail qui nécessite des déplacements. Bref, il y a beaucoup de causes liées à ça. Et là, tu travailles aussi avec ton collègue Éric Lamontagne, c'est ça? Éric Lamontagne, oui, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelle Contravention Expert, contraventionexpert.ca. Éric, on peut le voir, lui, sur le canal Vidéotron aussi. On peut le voir au Guide de l'Auto. Il fait une chronique juridique. Je lui ai donné un coup de main, il va voir. C'est une blague. Mais on le voit tous les lundis, tous les lundis à l'émission du Guide de l'Auto au canal Vidéotron. OK. Donc, contraventionexpert.ca. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent contester des trucs ou qui sont dans le pétrin. Qui sont dans le pétrin. Parce que, écoutez, on pourrait faire une émission... Mais qu'est-ce qu'un bon avocat peut faire quand quelqu'un est dans le pétrin avec des histoires de permis puis de contraventions? Bien, la première des choses, c'est de contester. Puis c'est de négocier, peut-être avec la poursuite, soit une réduction des points, peut-être de faire une remise pour gagner un peu de temps, parce qu'on sait que les points reviennent à tous les 2 ans. Puis il ne faut pas penser que les gens qui sont sur le point de perdre un permis de conduire, que c'est des fous du volant. Je donne un exemple. Là. Maintenant, vous savez qu'il y a des grands excès de vitesse. Ça, c'est 6, 10 points, 14 points. Ça coûte cher, ça. Mais un 10 points, là, tu sais, on dit, le gars allait trop vite, ou la femme allait trop vite. Pas nécessairement. Quelqu'un voyage à Montréal sur une route métropolitaine, qui sait que c'est 70 km/h, alors que tout le monde roule 100 km/h. Fait qu'il s'agit des fois, Puis, tu sais, dans la vie, c'est comme dans d'autres choses, il y a du bon monde, il y a du mauvais monde, il y a des bons policiers, puis il y a des moins bons policiers aussi.
Est-ce que ça arrive aussi également qu'il y a vraiment des causes où il y a vraiment un objet de contestation, au-delà du type qui veut peut-être gagner du temps ou négocier son ticket, là? Est-ce qu'il y a aussi parfois des trucs où le policier n'aurait pas dû émettre un tel constat d'infraction? Bien, il y a des fois qu'on peut se questionner, parce que des fois, on a vraiment des versions contradictoires. Puis des fois, on regarde aussi la façon que Parce que vous savez que vous avez un constat d'infraction, mais il y a toujours un rapport abrégé que vous n'avez pas. C'est pour ça que c'est important de contester. En contestant, vous avez accès au rapport abrégé. Ça, c'est un document que le policier va remplir concernant, mettons, les lieux de l'infraction, sa narration des faits aussi, que vous n'avez pas sur la contravention. Puis ça va nous aider des fois à voir plus clair par rapport à tout ça. Parce que, regarde, rapidement, j'ai une dame qui a eu une contravention pour une ceinture. Sauf qu'elle c'était en hiver, elle avait sa tuque sur la tête, puis elles étaient deux dans l'auto. Sauf que le policier aussi avait froid. Puis il a donné la contravention à la mauvaise personne. Tu vois? C'est la dame qui est au volant. Tu sais, des fois, ça arrive, ça. Mais, tu vois, on a réglé ça parce que la personne qui ne portait pas de la ceinture a décidé de déclarer coupable, puis c'est elle qui méritait la contravention. Mais ça arrive des erreurs. Jean-François Guay, merci beaucoup. Salut. À la prochaine. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Si vous désirez vous informer sur le bilan et l'état des travaux, notamment de l'entraîneur dans le Vieux-Saint-Jean, vous avez le lien Internet ici que vous pouvez bien sûr consulter. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour information, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.